Bienvenue sur le chemin d'une maman solo, le podcast dédié aux femmes monoparentales qui veulent reprendre le contrôle de leur destinée et briller pleinement en tant que femme, mère et professionnelle. Ici, chaque épisode est un pas de plus qui t'aidera à transformer tes défis en opportunités et à avancer avec foi sur la route de ton épanouissement. Alors maman solo, prépare-toi à être encouragée, équipée et inspirée. Je crois que plus on est jeune, plus c'est dangereux. Parce que plus on est jeune, plus c'est notre norme. C'est comme une carapace qui commence à se craqueler, se dire, OK, j'ai l'impression qu'il y a des failles en fait qui commencent à ressortir. J'ai conscience de la valeur d'une famille structurée. J'ai conscience de l'importance d'avoir un père et une mère dans un foyer. J'ai conscience qu'une maison ne peut pas se tenir avec un seul mur porteur. J'ai conscience de tout ça. Ça fait grandir en moi ce désir de vouloir absolument être mariée avant d'avoir des enfants. Absolument, absolument. OK. Parce que pour moi, je ne voulais pas que mes enfants vivent ce que je vivais. Les interactions entre le père et la mère sont tellement tendues qu'ils oublient l'enfant qui est au milieu. Il faut renoncer à soi pour ne pas dénigrer le père face à l'enfant. Ça a été très tard que je me suis rendu compte en fait de l'impact que l'absence de mon père avait eu dans la construction de mon identité de femme. Bonjour, alors merci de nous rejoindre à nouveau sur notre podcast Le chemin d'une maman solo. Donc encore avec mes trois collègues. Je vous laisse vous présenter les filles. Alors moi c'est toujours Tania, Elodie, Jessie et Vanessa. Donc aujourd'hui on a un sujet très très piquant. J'espère que vous êtes prêtes. Certainement ça va toucher quelqu'un qui en a besoin. Donc on va parler du contexte des enfants de maman solo ou de parents solo. Alors, les filles, on rentre dans le vif du sujet. Intéressant. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Au-delà de ça, je pense qu'on va faire la conversation. Comment pensez-vous, puis je vais m'inclure dans la conversation, qu'un enfant peut percevoir ce vide d'avoir son papa avec dans le foyer? OK. Donc si je juste être sûre de bien comprendre la question, tu veux dire comment un enfant qui vit dans une cellule familiale où est-ce qu'il y a un seul parent, donc que ce soit la maman ou le papa, puis l'autre partenaire, bien sûr, ne partage pas la vie quotidienne de famille, comment l'enfant le perçoit? Oui. Bah, c'est une très bonne question et je dirais que moi, je suis intéressée à savoir vos avis. Donc, comme j'ai déjà partagé avant, moi, j'ai pas connu vraiment ce contexte-là parce que j'ai pas vu ma mère être seule. Par contre, j'ai quand même eu un contexte où est-ce que bon, mes 2 parents étaient pas ensemble et ma mère s'est remariée, tout de suite, s'est mariée, tout de suite après m'avoir eu avec mon père. Donc moi, j'ai un point de vue peut-être qui est différent du vôtre, mais j'ai quand même le point de vue que j'ai grandi avec ma mère et mon beau-père. Puis il y avait quand même mon papa qui était super présent. OK. Mais mon beau-père, il est resté un beau-père. Donc je ne trouve pas, de mon point de vue d'enfant d'une famille, recomposée, en fait, j'ai pas eu cette relation de proximité avec mon beau-père parce qu'il est resté mon beau-père, il n'est pas devenu mon papa, je dirais. Et je trouve qu'il y a quand même des défis à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que ça m'amène toutes sortes de questions. Puis vous allez pouvoir y répondre probablement parce que moi, justement, dans ma position, moi, j'aimerais, parce que c'est sûr que je serai amenée à avoir une famille recomposée, puis je veux pas que ma fille ait un beau-père. Donc, c'est un peu ça que j'ai vécu et je veux justement que ma fille n'ait pas de beau-père. Maintenant, comment faire pour ne pas que ce soit un beau-père, mais que ce soit un papa bonus, comme on dit? Là est toute la question. Alors, moi, honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à ta question, mais par contre, je peux répondre à celle d'avant, à savoir comment on le vit en tant qu'enfant, de parents, solo là. Je crois que plus on est jeune, plus c'est dangereux, parce que plus on est jeune, plus c'est notre norme. OK. Ça veut dire que finalement, c'est toujours ce qu'on a connu, donc on se complaît dedans parce on ne sait pas faire autrement finalement. C'est pas c'est notre foyer, tu vois? C'est pas oui, on voit les autres avec des familles où il y a
père-mère, il y a pas de souci. Donc on sait qu'il y a autre chose, on sait que ça existe, mais on a toujours grandi dedans. Donc à part, théoriquement savoir que bon, c'est peut-être pas ce qu'on veut ou bon, ça nous manque, de façon très, factuelle finalement, on fait avec, tu vois? C'est comme quelqu'un qui aurait grandi, je sais pas moi, dans un quartier où il y a de la violence ou bien c'est toxique. Je dis pas que c'est du tout le cas. L'exemple est peut-être déjà pas bien choisi, mais c'est ce qu'il a toujours connu. Donc il va développer des skills pour pouvoir faire en fonction de ce quartier-là, sans forcément penser au fait que c'est anormal et cetera. Donc oui, théoriquement, il va penser que c'est anormal, mais dans son quotidien, c'est sa norme. Donc moi, c'était vraiment ça. C'était, oui, j'aimerais bien là, comme j'aimerais bien me marier un jour avec Brad Pitt, mais de façon très factuelle, Ouais. c'est ce que je connais. C'est ce que je connais de mieux et d'ailleurs, c'est ce qui m'a joué des tours plus tard parce que, ça ne m'a pas fait peur, cette notion de maman solo. Ça ne m'a pas fait peur parce que, ben, je connais déjà. Enfin, je pensais connaître déjà. Donc moi, c'est vraiment mon point de vue à moi. Ben, moi, je vais dans ton sens, en fait, concrètement. Donc, j'ai vécu enfant solo, on va dire. Et moi, j'ai donc pas eu de papa depuis l'âge de 2 ans, 3 ans. Donc, pour moi, c'était normal, en fait, de ne pas avoir de père. Je me suis jamais, et même, je crois, et c'est là où c'est dangereux, justement, quand tu dis plus ça arrive tôt et plus, en fait, ça devient une norme. Moi, pour moi, j'avais l'habitude de dire ce qui ne te manque pas, ce que tu ne connais pas ne te manque pas, en fait. Ouais. Donc, je m'étais comme ça bâtie, en fait. Je pense que c'est un mécanisme d'autodéfense aussi, en tant qu'enfant, en me disant, de toute façon, je n'ai pas de père, mais regarde, ça va, en fait, j'en ai pas besoin. Donc, mon père était présent, c'est-à-dire que j'avais des relations de façon régulière, mais il n'était pas présent dans la maison, il n'était pas là au quotidien, je ne le voyais pas au quotidien, mais je savais que j'avais un père. Mais en fait, là où justement ça a été dangereux, c'est que ça a biaisé en fait justement ma perception de l'homme, du foyer. Et finalement, je me disais, ben, en fait, on n'a pas besoin. C'était vraiment inconscient, là. C'était pas. Mais dans ma perception, c'était de me dire, on peut vivre sans homme, en fait. Et ça a été très tard que je me suis rendu compte, en fait, de l'impact Que ça que a eu. l'absence de mon père avait eu dans la construction de mon identité de femme, en fait. OK. C'est vraiment très tard, en fait, justement, avec les années de questionnement, de cheminement, etc., que je me suis rendu compte que oui, ça m'avait manqué, oui, ça m'avait affecté. Simplement, en tant qu'enfant, c'était devenu tellement normal que je m'étais auto-persuadée que c'était normal, en fait. Et même si quand je regardais à côté les familles, etc., Hem, pour moi, ma situation était complètement normale, en fait. Donc mais voilà, je vais insister sur le fait que des fois, c'est inconscient, en fait. C'est inconscient le fait d'ignorer l'impact que ça a parce que je pense que l'enfant prend ce qu'on lui propose, en fait, et puis il met en place comme ça des mécanismes différents. Et je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit parce que je trouve que c'est très important de le noter, en fait. C'est le côté, ce que ça induit après. Parce que moi, par exemple, cette notion de me battre pour un foyer, me battre pour une famille, j'avais pas ça. C'est-à-dire, si tu veux partir, mais pars, en fait. Pars parce que finalement, tu vas pas manquer tant que tu vas pas me manquer tant que ça, Ouais. en tant que parent, tu vois? Et c'est là où ça devient dangereux, ce côté, ben, on n'a pas besoin d'hommes. C'est, on peut très bien faire sans, tu vois? Et là, par exemple, où une femme va se dire: «Non, j'ai conscience de la valeur d'une famille structurée, j'ai conscience de l'importance d'avoir un père et une mère dans un foyer, j'ai conscience que une maison ne peut pas se tenir, avec un seul mur porteur, j'ai conscience de tout ça» et puis elle va développer des fonctionnements, tu vois, qui sont bons ou mauvais. Ça, c'est propre à chacun, mais quoi qu'il en soit, elle va développer, une façon de fonctionner, vis-à-vis de cette croyance qu'elle a, de cette, croyance qu'elle a fait qu'elle a fait vérité finalement. Ouais. Et ben moi, j'avais d'autres croyances à côté qui font que, ben, c'est pas grave là, il y aura un seul poteau et puis ça va tenir ferme, ce sera tu vois? C'était pas dans mon dans ma vision de: «OK, il faut à tout prix que le foyer soit sain, il faut à tout prix que» pour moi, un foyer sain,
pouvait être aussi un foyer avec un seul parent. C'est là où je veux en venir. Et c'est là où ça devient super dangereux. Mais c'est un bon point parce que même moi, avec le background différent, j'avais aussi ce même genre de pensée parce que pour moi, une famille recomposée, c'était une famille normale. OK. Donc, quand je suis poussée à être dans cette situation-là, je me dis, c'est pas grave aussi. OK. Parce que bon, si la personne n'est pas là et que, tu sais, on n'est plus ensemble, c'est pas grave, mais au moins qu'on soit tous les deux présents pour l'enfant, c'est assez. Donc, je me contentais de ça parce que j'ai grandi dans une famille recomposée, puis c'était pas si mal. Oui, il y a la notion de, bon, tu sais, j'ai pas eu la relation père et fille que j'aurais avec mon beau-père, et que ça, je trouvais que ça affecte quand même émotionnellement parce que tu as des frères et sœurs, il y a quand même une différence et tout. Mais je me disais, c'est pas grave en fait, parce que au final, je suis pas malheureuse. Et comme tu dis, c'est ça qui est dangereux parce que on a des manques, mais parce qu'on est jeune, on n'est pas conscient que ce sont des manques, puis on n'est pas conscient que ce sont des manques qui vont façonner notre avenir, qui vont impacter notre vie plus tard. Donc, c'est sûr qu'en tant que femme, en tout cas moi, tu sais, c'est ton rêve, ben, je veux me marier, je veux une famille stable et tout, mais finalement, tu rêves de ça, mais tu le veux pas vraiment. Ouais. Parce que tu prends pas les décisions, tu poses pas Exact. les actions pour aller dans ce sens parce que tu es biaisé dès la base. Exactement. Que si la famille que je construis, ben, c'est comme ça, c'est pas grave. Ouais. Alors que c'est là le biais. Donc, j'ai jamais pris ces décisions-là, j'ai jamais posé les actions pour aller dans ce sens-là, j'ai jamais été intentionnelle. Je pensais que je l'étais, mais tu sais, avec l'âge puis avec la situation, ben, je me suis rendu compte au final. J'étais pas si Mmh. j'allais avec parce que bon, tu sais, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. Donc, finalement, on est biaisé, en fait. On est biaisé, puis on grandit avec des biais, puis on devient maman avec des biais. Puis maintenant, le travail qu'on essaie de faire, c'est de ne pas transférer, c'est d'aller aux enfants. Ouais. Ça, mais je veux bien entendre ton expérience d'ici. C'est une expérience qui est un petit peu particulière. En fait, je vais pas tout partager, mais moi, dans mon cas, j'ai grandi avec ma maman et mon papa était très, très, très présent, dans le foyer. Donc, moi, tous les jours, je voyais mon père. Les week-ends, on faisait des superbes activités. J'ai même monté l'avion pour la première fois avec mon papa, pas avec ma maman. Donc, beaucoup d'expériences extérieures, c'était avec mon père, mes expériences de cinéma, d'aller voir, des événements, dans un aréna. Toutes ces belles activités-là, c'était avec mon papa. Donc, vraiment du temps de qualité incroyable. Cependant, moi, c'était le fait de savoir qu'il ne vivait pas dans la maison qui, moi, m'a affectée. Dès le plus bas âge, je voyais que c'était différent. Différent de mes camarades de classe, différent de mes amis. Je savais que la façon que la famille était faite, c'était pas la même chose pour chez moi. Et cette notion de différence-là, moi, m'a affectée malgré une présence continuelle du papa et une implication hors pair au niveau éducatif et même au niveau de tous mes apprentissages. Je lui dois toutes mes plus gros accomplissements, on pourrait dire externes. Je peux les devoir à mon père, tout ce qui était des manières. Il y a des manières qu'il m'a beaucoup appris parce qu'il était très strict. Mais ma mère, c'était vraiment tout ce qui était plus à la maison, la tenue d'une femme, etc. Et mon père, c'était vraiment beaucoup plus tout ce qui a rapport avec l'extérieur et mon rapport avec l'extérieur, donc la discipline, etc. Donc lui, c'était vraiment quelque chose sur lequel il mettait un grand accent. Ce vide que j'ai ressenti, je pourrais dire que c'est lorsque j'ai constaté qu'il y avait une différence entre ma vie et celle de mes autres amis ou de mes autres camarades. Et très jeune, j'ai eu cette conscience. Et je peux dire que comme j'ai eu cette conscience-là à un âge que personne n'aurait cru. Je pense que c'est vers 6-7 ans là, que je me suis rendu compte de ça. J'ai eu comme un éveil de conscience. Puis j'ai fait, oh, c'est un petit peu différent. Puis j'ai fini par comprendre. Et je sais que dans certaines familles, la notion de la famille nucléaire, dans certaines cultures, c'est très important. Donc, j'ai senti cette différence-là, même par rapport à la perception de ma famille. Et en grandissant, j'ai pu comprendre encore mieux que j'étais différente et que ça pouvait même causer certaines difficultés, on pourrait dire, au point de vue des membres de ma famille. Et puis, moi, au contraire, ça fait grandir en moi ce désir de vouloir absolument être mariée avant d'avoir des enfants. Absolument, absolument. Parce que pour moi, je voulais pas que mes enfants vivent
ce que je vivais. Parce que même si c'était un père extrêmement présent, ce vide que j'ai perçu, je dis bien perçu, et même, je pourrais aller plus loin, mais je vais m'abstenir au niveau émotionnel, spirituel même, pour moi, de savoir qu'il y avait ce manque-là, parce que j'avais été voir quelqu'un qui était plus haut placé que moi au niveau spirituel et qui m'avait expliqué que le fait, des fois, pour certains enfants qui sont nés à l'extérieur du cadre, on pourrait dire, plus normal de mariage ou d'un foyer nucléaire, ça peut causer des blessures, bien spirituelles. Donc, moi, je me voyais, puis je dis, ah, je pense que Ça résonne. c'est ce que je vivais. Donc, Moi, j'ai une bonne question et en fait, quand je t'entends parler, ce que je me pose comme question, est-ce que, tu sais, malgré la présence que ton père avait, tu sais, le fait c'est le vide que tu avais qui venait du fait que, tu sais, la famille fonctionnait pas réellement comme ça fonctionnait partout, est-ce que tu te sentais comme pas une priorité aux yeux de ton père? Et ça, je parle de, tu sais, il était présent là. Mais est-ce que ce vide-là, tu sais, j'essaie de comprendre un peu juste pour savoir, tu sais, dans notre cas, nos enfants, comment ils pourraient éventuellement, tu sais, le ressentir. Est-ce que tu te sentais comme, tu sais, s'il n'est pas là tous les jours avec nous comme ce que je veux, ma perception, c'est que peut-être que je suis pas prioritaire, peut-être que je suis secondaire. Est-ce qu'il y avait un sentiment comme ça ou peut-être comment tu le nommerais? moi, je devais expliquerais. En fait, non, j'ai pas senti que j'étais pas prioritaire parce qu'au contraire, il était très présent, il m'appelait le matin, le soir, c'est souvent la dernière personne que je voyais. Je pense que j'ai pu remarquer encore plus ça. Ces blessures-là, en fait, ont plus surgi lorsque maman est tombée malade. Donc, durant cette période-là, c'était un peu difficile parce que là aussi, ça a comme débalancé un peu leur relation. Donc, je pense que tout ce qui était bien construit, on peut dire, bien structuré, la structure s'est défaite. Et donc là, ça vient se faire ressortir les choses qui étaient plus cachées ou qui auraient pu être mieux gérées, on pourrait dire, moins marquantes. Des réalités qui auraient été peut-être moins marquantes si ceci n'était pas arrivé. Ce qui fait que parfois, moi, je me dis toujours que on peut étouffer certaines vérités, rendre tout parfait. Mais lorsqu'on retire cette peinture sur certaines imperfections, ça peut mettre en lumière certaines choses. C'est sûr qu'il y a ma perception personnelle, mais moi, je crois qu'on est tripartite. On est corps, âme et esprit, puis il y a des choses, des blessures de l'âme que c'est même pas nous qui les voulons, hein, mais notre âme qui est plus sensible peut absorber certaines douleurs, bien sûr, qu'on perçoit dans le foyer. Et moi, je suis très sensible au niveau spirituel et au niveau de mon âme. Donc, voilà. Mais c'est vrai aussi quand tu dis effectivement, il y a 3 parties en nous. C'est que je pense aussi que, même si on le veut pas, en vivant ce genre de situation-là, je sais pas si j'ai dit notre subconscient ou notre esprit, whatever, on dirait que ça construit des barrières. Bon, moi j'aime appeler ça des forteresses dans nos cœurs ou dans nos âmes, de sorte que ces choses-là sont emprisonnées dedans. Puis comme tu as dit, il y a eu une situation, donc souvent l'enfant peut avoir l'air de vivre normalement, puis vient une situation, puis là, ce truc-là s'ouvre parce que ça vient appuyer sur ça. Puis là, tu vois que peut-être tu n'as pas le mécanisme de défense ou de réponse à la situation qu'un enfant normal aurait eu parce que, en fait, tu n'as jamais su comment faire. Ça n'a pas été bâti en toi par la situation que tu vivais et au contraire, ça a bâti autre chose. Donc, ça vient se manifester maintenant quand viennent des situations particulières. Et est-ce que vous, les filles, vous avez eu des situations particulières qui ont justement fait ressortir ces trucs-là ou qui les ont amplifiés? Peut-être que quand vous étiez jeune, ça n'avait pas l'air présent, qu'à un moment donné, ça avait l'air plus... Moi, honnêtement, c'est quand je suis devenue maman, en fait. C'est là, à partir de ma maternité, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, tout ce qui était enfoui, en fait, a commencé à émerger. Parce que finalement, devenir maman, tu sais, c'est donner la vie. Puis c'est comme si, en fait, ça m'a replongée, en fait, finalement, dans c'était quoi mes fondations, en fait. Et c'est là, en fait, où ça s'est fait vraiment progressivement parce que je pense que, encore une fois, je me suis mise des mécanismes de défense pour me protéger. Je pense que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une question de perception. Exact. Tout est une question de perception et tout va dépendre de
c'est quoi le discours qui est tenu aussi de la maman et puis de l'entourage par rapport à ce père qui est absent? C'est quoi le discours? C'est quoi l'éducation? Ça va dépendre aussi de la personnalité et de ça, en fait, va dépendre la réponse de l'enfant. Puis moi, on n'en parlait pas, en fait. Donc, comme on n'en parlait pas, Ouais. c'était comme un sujet tabou. Donc, moi, je m'étais construit mon histoire et j'avais bien tout barricadé comme il fallait. Puis quand je suis moi-même devenue maman, là, c'est comme venu commencer à bousculer un petit peu les choses. Et je me suis rendu compte aussi de l'importance, finalement, du père, en fait, à ce moment-là. Tu vois, de me rendre compte qu'au niveau de la construction, au niveau de l'identité, en fait, le père a son importance et puis il y a comme eu c'est comme, une carapace qui commence à se craqueler, se dire: «OK, j'ai l'impression qu'il y a des failles, en fait, qui commencent à ressortir du fait même d'être mère et de me poser des questions sur, je pense que quand en tant que maman, là, on se pose, 50 questions. Ah Tu oui, poses 1000 questions, comment ça va se oui. passer et cetera. Ça faisait ça et moi, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte de: «OK, mais tout ce que tu avais ignoré, à un moment donné, il va falloir dealer avec, il va falloir C'est ça. l'affronter, reconnaître» et ça s'est fait vraiment progressivement, c'est ça. Ouais, ouais. Alors moi, mon cas est un petit peu différent dans le sens où, comme je disais, je n'ai pas vécu ça comme quelque chose La norme. d'anormal pour moi et au-delà de ça, c'est-à-dire que les choses étaient très segmentées sans même que ça je pense pas que mes parents le voulaient là, mais c'était très segmenté, c'est-à-dire que ma maman m'élevait et mon papa m'éduquait. Hem, Tout ce qui est très, oui, au quotidien, ça va être ma maman et puis mon papa va venir peut-être le week-end et là, on aura des conversations profondes. Il va m'apprendre l'esprit critique, qui fait que, du coup, j'avais toujours cet équilibre-là et puis j'avais pas l'impression de manquer de quoi que ce soit finalement. Et donc du coup, moi, même à l'âge adulte, j'ai pas vu, la nécess enfin, j'ai pas vu j'avais pas d'épine dans le pied. Je voyais pas ça comme, «Oh, il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué, hem, j'ai manqué d'un père pour pouvoir, me guider sur certaines choses». Non, parce qu'il était là. Il était là et puis, vous savez, c'est comme à l'école, hein, on a 8 heures d'école, c'est suffisant. On force que on rentre chez soi. Mais mon papa, c'était ça, c'était 8 heures d'école, merci beaucoup, bisous sur le front et puis prends ta voiture, coucou par la fenêtre et puis c'est le moment pour, autre chose. Et donc du coup, j'ai grandi là-dedans avec, pas nécessairement cette, conscience, mais en tous les cas avec l'idée que ça me convenait. OK. Et jusqu'à tard et même aujourd'hui quand je vous parle, c'est en ça que je vous dis que finalement, moi, ça a été de la déconstruction, pas parce que mon chemin de vie ne m'a pas convenu, mais parce que, j'ai conscience aujourd'hui, de façon très théorique, que ce n'est pas un chemin de vie qui est celui que je veux pour mes enfants. Donc moi, je suis beaucoup plus, ce n'est pas mon témoignage qui fait découler, enfin voilà, qui m'emmène à ce point-là. C'est vraiment juste ma conscience que ce n'est pas quelque chose qui aide un enfant. OK. Ouais, c'est vraiment juste, là, j'ai pas vécu ça comme quelque chose de dramatique, Ouais. Mais présentement. par contre, en termes de parce que tantôt, tu as mentionné aussi en termes de bien et ça, c'est quand même très subtil parce que comme, tu sais, la vie va quand même bien. C'était pas mal, tu as pas de mauvaise relation avec les 2 parents, tu as pas senti un vide, mais il y a quand même des biais qui se sont construits et c'est ces biais-là qu'on essaie maintenant, c'est ces biais-là que j'imagine que tu veux pas transmettre parce que tu Ouais. veux pas qu'ils grandissent. Absolument. C'est ça, puis comme on pense que c'est ça, ils vont poser des actions dans cette direction-là sans même s'en rendre compte, en fait. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que plus c'est tôt, plus c'est dangereux. Parce que plus c'est tôt, plus on se conforme à ça. Ouais. Puis on se dit que, surtout quand, comme moi, par exemple, on n'a pas un père qui est absent. On a un père qui est là et puis qui Présent, éduque et puis il rentre chez lui et puis voilà. On a encore moins conscience du fait que mince, il me manque quelque chose, que j'aurais aimé que papa soit là, et cetera. Vous voyez? Moi, j'ai besoin d'un téléphone, papa. J'ai besoin d'appeler, papa. Est-ce que tu peux venir me chercher, papa? Et à côté de ça, maman aussi, vous voyez? Donc, et oui, du coup, ça construit des biais parce que moi, pour moi, j'étais pas sur du sable mouvant là. OK. J'étais sur quelque chose de stable, qui fonctionne, etc. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ben, ça doit pouvoir se répliquer. Donc, quand ça n'a pas fonctionné, par exemple, avec le père de mes enfants, c'est pas grave, tu peux prendre la tangente, ça va fonctionner. Et c'est quand je me suis rendu compte que non, ça ne fonctionnait pas, et ça ne fonctionnait pas pareil, en tout cas, que je me suis dit, OK, non,
Non, non, il y a quelque chose qui va pas et il va falloir déconstruire ce que tu penses être une vérité absolue et te construire de nouvelles croyances qui servent à tes enfants. Parce que des croyances que tu as, oui, elles t'ont servi à toi, parce que finalement, je pense aussi que on se fait ses propres vérités finalement, on se fait ses propres croyances, mais elles desservent tes enfants. C'est ça. Donc moi, c'était vraiment c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné et Et notamment, l'un des biais, justement, moi, je veux revenir là-dessus, c'est, moi, je pense que, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, c'est vraiment au niveau de la construction de l'identité, en fait. Pour moi, je me suis rendu compte avec les années l'importance, en fait, du père dans la construction de l'identité, à la fois de la fille et du garçon, en fait. Bon, je parlerai du garçon parce que c'est pas forcément ce que j'ai vécu, mais je pense que le père, justement, c'est un modèle et que le garçon a besoin d'un modèle pour pouvoir, tu sais, à qui s'identifier. Et en même temps, la fille a besoin de se voir, en fait, au travers du regard du père. Et c'est en ayant compris ça que, justement, j'essaye d'être plus intentionnelle, justement, dans l'éducation que j'essaie de donner à ma fille, me dire, je veux qu'elle ait ce regard, en fait. Je veux qu'elle puisse construire son identité dans le regard, malgré le fait qu'on soit séparés, etc. Je suis intentionnelle là-dedans parce que j'ai vu le biais sur moi, sur la construction de mon identité, sur l'estime de soi d'une fille, en fait, qui n'a pas vécu avec son père, qui n'a pas eu l'approbation de son père. J'ai vu les conséquences et donc ça me permet d'être plus intentionnelle sur les choix que je vais faire, sur peut-être les concessions que je vais faire parce que je souhaite en tout cas que j'ai reconnu l'apport du père dans le foyer. Je crois qu'on est complémentaires. Absolument. Tu vois, je crois qu'on est vraiment complémentaires et que chacun a sa part, en fait, à apporter. Et donc, en ayant conscience de ça, comment je fais en tant que maman solo pour que ma fille puisse avoir cet équilibre, ça va faire que je vais faire des choix. Et du coup, ça va changer aussi mon rapport avec mon coparent. Parce que du coup, je vais plus regarder à moi, parce que je sais par quoi je suis passée. Je vais regarder à chercher cet équilibre justement pour ma fille, pour qu'elle puisse se construire à travers tout ça, même si on est sur des sables mouvants, mais pour qu'elle puisse se construire quand même par rapport à ça. La construction de l'identité est super intéressant parce qu'en plus, tu parlais justement du fait que c'est important que l'importance du père là-dedans. Et moi, ce que je veux faire du pouce, c'est justement, ça m'est venu pendant que tu parlais, c'est que il faut que l'enfant aussi connaisse son papa et connaisse la vision de son papa d'elle ou de lui. Et c'est cette chose-là qui souvent peut manquer et qui peut être problématique au niveau de la construction de l'identité. Et moi, je pense que dans mon cas personnel, c'est maintenant que j'apprends encore plus à connaître mon papa. Parce que oui, je connaissais vraiment le côté où est-ce qu'il m'éduque, qu'il me dit comment vivre les choses, comment faire les choses, etc. Parce qu'il était très directif. Mais apprendre à connaître son cœur et sa vision de sa vision de qui il est lui-même et la vision qu'il voulait me transmettre par rapport à la vie, à part le fait que oui, il voulait que j'ai un métier, que je fonctionne bien dans la société, ça a toujours été clair. Mais ce que je voulais dire, c'est il y a la perception de l'autre parent aussi. Comment la maman va parler du papa, ça peut jouer. Très important. Très important. Dans la construction de la perception de l'enfant par rapport à l'autre parent. Et aussi, je pourrais dire, le père, cette ouverture de ses sentiments. Pas seulement de pouvoir et dire quoi faire. Honnêtement, c'est en vous entendant parler que je me rends compte que je comprends juste à l'instant pourquoi aussi je n'ai vraiment pas vu de problème à ça. Parce que mon papa, tout ce que vous êtes en train de décrire, pour le coup, mon père, il me l'a apporté, même en ne vivant pas dans mon foyer. Mon père, c'était vraiment, on est en voiture, là, et puis, faut pas que tu oublies que tu es importante, hein. Faut pas que tu oublies que... J'ai pas le permis, je vous explique. Aujourd'hui, faut pas que tu oublies que tu es intelligente, hein. C'est la personne qui va vous emmener dans... regarder des peintures et puis te dire, OK, et l'esprit critique. Ah oui, c'est ce que tu vois. Ah, c'est intéressant. Moi, je vois ça. Et du coup, pour moi, un père, c'est ça. Donc, qu'il soit avec une épouse, ou qu'il soit avec sa mère, l'autre parent ou pas, un père, c'est ça.
Et donc, du coup, comme c'est aussi pour ça, et je le comprends en vous entendant, il n'y avait pas de manque de mon Parce qu'il a fait ça. Oui, il a joué son rôle. Quand on était ensemble, ce n'était que ça. Ce n'était que ça. Ce n'était que des... tu sais que tu es important. Si tu as envie d'être pilote d'avion, tu te restreins pas. Hein. Si tu as envie de faire ça, tu te restreins pas. Ah, c'est ça que tu fais, alors je suis déçue. Même ça, même je suis déçue. Même je suis déçue. Même ne me mens jamais. Si tu n'as pas envie de me dire la vérité, me dis pas. Enfin, si tu n'as pas envie de me dire les choses, ne me dis pas, mais ne me mens jamais. Ça, c'est des notions. Mais oui, je peux écrire un livre. Je peux vous recracher tout ce que mon papa me disait parce qu'il les répétait et que ça s'est inscrit en moi. Moi, je n'ai jamais, par exemple, ce problème de daddy issues, etc., rechercher l'approbation dans le regard des hommes. Tu l'as pas eu. J'ai pas eu ce souci-là parce que j'ai toujours eu ce modèle-là qui me disait, mais moi, je te dis que tu es importante. Je te dis que tu es importante. T'as vu moi, là? Tu es obligé de lever la tête pour me regarder. En plus, bien grand, bien mastoc. Moi, c'est moi, ton père. Je te dis, moi, C'est important que la dernière fois, elle se dise quoi dans sa vie. mais surtout de son père. Mais ça peut être... Alors, comment on fait justement quand il n'y a pas de père? Parce que, tu sais, il peut y avoir plein de situations qui font De figure paternelle. voilà, qu'il n'y a pas de figure paternelle. Tu sais, le père peut être décédé, etc. Mais je crois quand même que l'enfant a besoin d'avoir cette parole-là, tu vois, ce regard. On parle sur sa vie pour dire, tu es important, tu as du prix. Exactement. Tu vois, il faut qu'il ait ce vis-à-vis-là. Mais je moi, crois. quand je vous entends parler, franchement, tout ce que vous avez dit est super intéressant parce que ça me fait penser qu'en fait, la mère, donc bien sûr, on ne rentre pas dans les choses du père, mais la mère a finalement un très grand rôle à jouer parce que déjà dans la communication, parce que je ne sais plus c'est laquelle d'entre vous qui a mentionné que tu vois, toi avec ta mère, vous n'en parliez pas. Donc tu t'es construit une histoire, puis il y a eu des barrières qui sont construites en toi. Donc c'est notre rôle finalement d'expliquer à nos enfants, puis je crois qu'on l'avait mentionné à l'épisode précédent, je crois, en fonction de l'âge où est-ce qu'il peut comprendre, donc trouver le bon véhicule de communication, parce que finalement, ils doivent le savoir. On ne peut pas faire abstraction. Puis moi, je sais que dans mon cas, souvent, la peur de ne pas savoir, tu sais, tu veux tellement bien lui dire, mais pas la blesser, mais tu veux tellement tout gérer en lui communiquant l'information que finalement, je ne dis rien par rapport à la situation. Puis l'enfant, elle a ce vide-là, elle ne comprend pas. Mais je me rends compte quand j'écoute tout ça que finalement, c'est notre rôle de leur expliquer terre à terre dans quoi on est, pourquoi on est là. C'est peut-être, on veut pas non plus être là, mais on est dedans. Puis l'autre truc que je trouve super important, c'est la relation avec le coparent, donc le père, pour que finalement, parce que toi, je pense que ce qui a fait que ton papa a été présent, c'est parce que ta mère lui a laissé la place. Donc, c'est notre rôle important de laisser, si cette personne veut prendre la place, de vraiment laisser la place à cette personne-là dans l'environnement, parce que finalement, au final, c'est pas nous, mais l'enfant a besoin de ça. Puis, souvent, notre histoire, comment on l'a vécu, peut rendre ça plus touchy, plus difficile. On veut bien faire, en même temps, il y a nos émotions qui peuvent rentrer souvent. C'est tellement beaucoup, mais finalement, c'est notre rôle, parce que si on ne le fait pas, cette personne-là, ce père-là, ne peut pas prendre sa place dans la vie de l'enfant. Si vraiment il le désire, il ne peut pas prendre la place, puis finalement, on est en train de faire du tort à notre enfant, parce qu'on ne laisse pas la place pour ce père-là. Puis, au-delà, quand on lui laisse la place, je pense qu'il y a aussi une communication à avoir avec le père, parce que même si on n'est plus ensemble, en fait, on fait vraiment du co-parenting, comme on dit, parce que, tu sais, on doit s'entendre sur quelle vision on veut donner à notre enfant. Et ça, c'est bien beau quand les couples sont mariés, c'est la belle cellule familiale, mais finalement, il faut garder cette même vision avec quelqu'un avec qui on n'est plus, mais qu'on a l'enfant en commun. Parce que comme toi, ton père, par exemple, qui venait te rappeler toutes ces choses-là, je suis sûre que c'est quelque chose je suis sûre qu'en background, il y avait beaucoup de communication avec ta mère. Beaucoup, 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 peu importe comment c'était, mais il devait l'avoir parce que pour que cette relation-là, tu aies pu la sentir, sentir qu'il était présent, te valoriser à ses yeux. Donc, non seulement il lui a laissé la place, mais je pense que la communication, quand même... Alors, je vais te surprendre, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait eu de la communication. Par contre, l'avantage, c'est que comme tu dis, et là, je suis 100% d'accord avec toi, il y avait la place. Elle lui a laissé la place. Elle lui a laissé la place et il voulait la prendre. Alors, ça n'était pas parfait, d'un côté comme de l'autre, évidemment, c'est jamais parfait. Mais ce que j'en retiens, c'est que chacun a pris sa place et chacun a pris position dans son rôle. Et Dieu merci, ben ça concordait. Mais en fait, ils se sont pas mis d'accord sur une vision, sur une éducation, etc. C'est simplement que Dieu ayant mis sa main dedans,
ça concordait, ça allait. Les discours ne divergeaient pas, tu vois. OK. Donc, c'est l'avantage que j'ai eu. Mais comme je suis absolument d'accord avec toi, du Parce moment que ça toi, peut être challengeant quand même, hein, si vous allez dans 2 directions différentes c'est challengeant, mais c'est et que chacun veut prendre sa place. c'est ça. Toi, tu dis: «Ah, c'est ça, le deep Motivé là, et c'est chaud, là, contre ça marche plus. ça marche C'est plus». qui Ouais, là, ça devient très Oui, difficile. sans négliger le côté de l'aliénation parentale, justement. Oui. Le parent blessé qui va C'est ça, désirer l'autre par Exact. c'est très vrai. Ça peut teinter la vision de l'enfant par rapport Mais tu sais, c'est ce que j'allais dire. La coparentalité et la parentalité de façon générale, c'est pas pour les égoïstes. Parce oui, que finalement, l'aliénation parentale, c'est ça, c'est une grosse pointe d'ego ouais, tu penses à qui est toi. là et qui parle. Et puis, Mmh. tu penses qu'à toi, tu penses à ça, c'est ton point de vue que tu véhicules à l'enfant selon tes biais à toi et ton histoire et tes blessures. C'est pas ça. C'est si tu es en train de déposer de charger un fardeau peser un fardeau à l'enfant, exactement, qui ne lui appartient pas. C'est pas ça. C'est comme on rentrait dans une nouvelle maison, tu mets tes chaussures dégueulasses à l'extérieur, tu viens avec tes petits chaussons. Quand tu ressors, tu peux mettre tes chaussures si tu veux. Ça va être vous et vous. Mais quand il s'agit de l'enfant, on rentre dans quelque chose de neutre. Ouais, et il faut vraiment pas, comme tu dis, ça c'est très important parce que je pense que ce qui conduit beaucoup de mamans comme nous à aller dans l'aliénation parentale, puis pas juste les mamans, ça peut arriver aussi au papa, c'est que les interactions entre le père et la mère sont tellement tendues qu'ils oublient l'enfant qui est au milieu. Et Exact. c'est vraiment renoncer à soi, en fait, c'est ce qu'on doit faire pour ne pas dénigrer le père face à l'enfant, parce que l'enfant a besoin d'un père, l'enfant a besoin de sa mère, et les 2 parents ne doivent juste pas dénigrer. Parce que, tu sais, quand ton enfant te regarde, elle voit sa maman. Donc, si elle va chez son papa, puis son papa dit: «Ah, ta maman, c'est une ça, dès là, ça part mal. Et si la maman fait la même chose, en fait, on est juste en train de détruire nos enfants. Donc ça, c'est tellement hyper important, et c'est pour ça que je me dis, c'est notre rôle à jouer, même si on n'est plus avec le père, est super important. Surtout garder, comme tu dis, en tête, t'enlèves tes chaussures dégueulasses, t'enlèves vraiment ce que tu as vécu, parce que nos enfants n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, la relation qu'on a eue avec le père ou que le père a eue avec la mère. Les enfants n'ont pas eu cette relation-là. Donc, ils comprendront pas si le père dit à ta mère, c'est une méchante ou Exact. whatever. Et puis, j'aime bien ce que tu as dit, cette notion de mère et de père, c'est quelque chose d'universel. Ça veut dire que lorsque tu dis à un enfant, ta mère est ceci ou ton père est ceci, ton enfant sera amené à être mère et sera amené à être père. Ça veut dire que quelque part, tu es en train de donner une définition qui est biaisée à l'enfant. Pas de Tania, Isengrin, Charles, Jacques, machin, mais de la mère et du père. Ça, c'est vrai. Tu vois, Ça, c'est vrai. c'est un titre que tu es en train une fonction que tu es en train de détruire. Très vrai. Personne. Très, très vrai. Très, très Et ça, il faut faire très attention. On peut pas laisser les blessures, qu'elles soient des blessures d'injustice, qu'importe là, de rejet ou quoi, voire d'abandon, parler à notre place, surtout quand il s'agit d'enfants. Mais c'est pour ça que je trouve que, c'est pour ça qu'on est là, c'est que c'est super important, le côté guérison. Peut-être qu'on en parlera dans notre Oui. prochain épisode, mais en fait, finalement, ça demande un gros travail sur nous, parce que souvent, quand des mamans et des parents se retrouvent dans des situations où est-ce que tu parles mal de l'autre face à ton enfant, c'est la blessure qui parle. Mais bien sûr. Finalement, c'est la blessure Mais qui bien parle. Et sûr. si tu n'es pas guéri, avoir cette coparentalité-là est très difficile, sûr. parce qu'on est des êtres humains à la fin de la journée. Même quand on aime nos enfants, tu vois la personne en face de toi, puis il va te dire une petite parole, ça te ramène tout de suite à ce que tu as vécu, puis là, tu es énervé, ça part dans tous les sens. Ça va avec sa grosse tête. Salut, ça va, c'est bien. Non, mais vraiment, en tout cas, je remercie vraiment ma maman, en fait, justement, a jamais eu ce discours négatif, en fait, envers mon papa. Et je pense que ça m'a vraiment marqué, en fait. Ça change vraiment la perception d'un enfant sur l'autre parent. Et mon père, même si je l'avais pas forcément souvent, il a toujours dit du bien, en fait, de ma maman. Tu sais, il a toujours dit voilà, des choses très positives, en fait, sur ma maman. Et je crois que ça, je l'ai gardé, en fait. Je l'ai gardé. Je pense que chaque parole, en fait, du père ou de la mère est importante et vient, comme tu dis, donner une vision, finalement, De ce que du c'est qu'un sexe père. opposé. Voilà, du sexe opposé. Et, c'est vraiment quelque chose que je veux reproduire dans mon foyer, en fait. Au contraire, justement, tu sais, même de valoriser le père, de laisser la place, en fait, de laisser l'espace, de ne pas vouloir prendre la place. Et c'est vrai que peut-être que même des fois, quand on est en couple,
même quand on est en couple, des fois, c'est difficile de laisser la place. Alors, tu vois ce que je veux dire? Déjà, Même dans un, c'est vrai. pas forcément dans un truc monoparental, mais même en couple, savoir c'est quoi ma limite, en fait, se positionner. Et ça, là, faut le comprendre, en fait, il faut l'apprendre. Faut le réaliser, Une femme, là, c'est censé faire quoi? C'est quoi un homme? C'est quoi? Où sont nos limites, en Et fait? même pas juste homme et femme, un père et une mère. Père et mère. Ouais. Mais tu sais, même hommes et femmes aussi, tu vois, c'est parce que vrai. ça part de là, en fait, finalement. C'est quoi mon rôle dans le foyer? Et ça va nous aider aussi pour la suite. Ouais. Parce que finalement, on doit apprendre aussi de ce qui s'est passé dans nos premiers Bien foyers. sûr, Parce bien qu'il y aura un beau-père qui va venir. Donc, quelle est ma place? Quel est mon rôle, en fait? Jusqu'où jusqu'où je vais et quelle est la place que je vais pouvoir laisser aussi à cet homme qui va venir avec toutes les autres enjeux que ça va comporter est-ce qu'on remplace, est-ce que tu remplaces le père ou pas, etc. Mais je pense que de connaître sa place, de se connaître et de connaître sa place, en fait, ça aide vraiment à cadrer en fait Structurer les choses. à cadrer le foyer. Ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. Non, c'est vraiment, j'entends tout ça, puis je réalise à quel point, en fait, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Surtout, donner la place à l'autre personne. Donner la place à l'autre personne, super important. Et la communication. La communication, parce que et comme tu dis, ça s'apprend. C'est pas évident, c'est pas inné, c'est juste se décharger de toutes tes émotions. Puis là, tu es en face du père de ton enfant, que tu l'aimes ou pas. On parle de ça, mais on parle pas aussi de communiquer avec l'enfant. Oui, ici. pour connaître ses perceptions et entendre ce que l'enfant a à dire par rapport à ça et voir si cet enfant-là peut avoir besoin d'aide ou des blessures, etc. Et parfois aussi, c'est la perception de l'enfant qu'on va entendre qui va nous permettre de corriger, de contextualiser et de ramener une certaine paix. Parce que le tabou et le silence, Oui, ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Oui. Donc, on doit vraiment être vigilante, en fait. Il faut vraiment qu'on se tienne à la brèche, en fait, pour pouvoir... Parce que l'enfant, c'est pas nécessairement nommé. Tu sais, ça va être des voix exprimées, en fait, soit par un comportement qu'on comprend pas forcément, soit par, je sais pas, peut-être de l'agitation, ça va être de la déconcentration, etc. Et en fait, c'est à nous, en fait, d'être suffisamment vigilants, en fait, pour pouvoir avoir les bons mots, lui donner l'espace aussi de s'exprimer et l'aider à s'exprimer. Parce que s'il est vrai que nous, on ne sait pas forcément toujours communiquer, ben, l'enfant a comme il ne s'est pas nommé, en fait. Donc, je trouve que d'amener comme ça l'enfant à exprimer. Et moi, je sais que du coup, j'ai dû faire appel, en fait, à des professionnels, justement, pour pouvoir aider l'enfant. Et puis souvent, quand ils sont enfants, là, comme ça, c'est souvent par rapport avec des dessins. Avec des dessins pour pouvoir essayer de mettre des mots sur peut-être qu'il y a un vide, peut-être qu'il n'y en a pas, mais il faut qu'on puisse comprendre, en fait, ce que l'enfant a à dire. Non, c'est vrai, c'est super important ce que tu dis, parce que donner la place à l'enfant, souvent on se dit, ils sont jeunes, tu sais, on les rend tellement enfants, on se dit, ils comprennent pas, ils voient pas, on veut les protéger, mais en fait, c'est des personnes qui, dès qu'ils commencent à parler, ils voient, tu sais, peut-être avant, ils parlaient pas, ils étaient bébés, mais dès qu'ils commencent à parler, tu sais, les mots vont être plus difficiles à mettre, mais ils expriment. Et souvent, bon, nous-mêmes, dans notre blessure, puis je prends mon cas souvent, pas tant dans la blessure, mais déjà dans la blessure plus dans la position de je sais pas comment je vais lui expliquer ça, en fait. Je sais pas, parce que je veux tellement la protéger que je perds mes mots. Et quelqu'un m'a dit récemment, partage tes émotions avec elle. Partage tes émotions. Tu te sens mal? Partage ça avec elle. Donc, mal par rapport à la situation, mal par rapport au fait que tu n'as pas le contrôle dessus. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que si tu vois ton enfant qui exprime des émotions par rapport à cette situation-là, tu as envie qu'elle arrête de se sentir mal, mais tu peux pas. Donc, c'est juste d'exprimer mon émotion, de partager. Et ça, je suis encore dans l'apprentissage à le faire, partager mon émotion. Je comprends et tout. Puis c'est challengeant quand même, on va pas se mentir, c'est très challengeant, mais c'est une journée à la fois. Mais et ce qui est challengeant encore plus, justement, en t'entendant parler, c'est justement de pouvoir se mettre à nu, exprimer ses émotions, mais sans faire de l'enfant notre charge. exactement, C'est notre ça, décharge émotionnelle. exactement. Parce qu'il y a certains parents qui
qui tombe dans ce biais-là, et puis tu sais, l'enfant a un rôle qu'il n'est pas censé avoir. Exactement, C'est une responsabilité qui n'est pas Et censée. Et les rôles qu'on shifté. Parce c'est Là, les rôles seront complètement inversés. que les parents ont un rôle de protecteur. Donc, c'est ça, tu peux déjà exactement, c'est ça, en quotidien. c'est ça. Non, Qui protège qui, finalement? Moi, j'ai exactement. vraiment les épaules pour ça. C'est ça, c'est de partager pour montrer, je sais qu'on avait parlé à l'épisode dernier de vulnérabilité, effectivement, montrer qu'on est vulnérable, mais montrer que d'une certaine façon, on est, je sais pas si je vais dire en contrôle de la situation, mais quand même, en tout cas, le côté protecteur est là. Et ça, c'est vrai que c'est challengeant. Parce que si maman est rassurée, l'enfant sera rassuré. Exactement, exactement. Si, tu vois, mais si, même, je suis pas obligée de tout comprendre, tout connaître, tout maîtriser. Mais si ma mère me dit, ça va aller, t'inquiète pas. Je pense que, tu sais, il y a ce côté d'où maman, les enfants se posent pas 50 questions. Si maman a dit que ça va aller, ça va aller. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc que c'est une situation qui est là, on ne contrôle pas, ça fait ce que ça fait, mais tu sais, on va s'en sortir. Puis on vit avec ce qu'on a, puis on est heureuse, puis on se concentre sur le positif. Mais c'est quand même un challenge quotidien, il faut être conscient que c'est un challenge, puis ça prend de l'intentionnalité. Ouais. Ouais, c'était bien, je vais être une petite... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Vraiment, là. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'on puisse explorer le côté plus des blessures émotionnelles de la mère, justement, parce que puisqu'on dit une mère peut rassurer son enfant, puis lorsqu'une mère va bien, l'enfant va bien. Alors, ça serait intéressant d'aller explorer ce sujet-là. Alors, lors de nos prochains épisodes. Ben oui. On se retrouve bientôt. Merci, Sylvie, bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast Le chemin d'une maman solo. Continue d'avancer avec foi et détermination car chacun de tes pas compte. On se retrouve dans le prochain épisode.